bonjour Marine. Bonjour. Je m'appelle Tiffany et voici ce premier épisode du podcast que j'appelle Apéritif. Petit jeu de mots, voilà. Alors, je reçois aujourd'hui Marine Lagnès, qui est étudiante à Sciences Po Paris, c'est ça ? C'est ça. Tu as 20 ans, 21 ans ? 21. Oh, j'hésite même moi. C'est ça. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu fais au niveau de la formation ? Ouais, alors du coup, moi je suis en Master International Management and Sustainability à Sciences Po. Donc c'est plus un master limite en commerce, même si c'est à Sciences Po. Et qui en fait me permet de faire un double diplôme avec AgroParisTech. Donc c'est ça le but, vu que j'ai envie de retourner quand même un peu vers la science, la santé on va dire. Ouais. Et du coup, je suis en ligne, évidemment. T'as fait une formation à Toronto aussi, je crois. Du coup, voilà, en fait, ce que j'ai fait avant, c'était un double cursus. Donc, en gros, je faisais une licence de biologie en parallèle du collège universitaire de Sciences Po, vu que j'avais pas trop envie de choisir entre la bio et les sciences sociales. Ouais. Et ça m'a permis de faire les deux. Et en fait, la 3e année de cette licence a été à l'étranger. Du coup, j'étais à l'université de Toronto. C'était la meilleure année de ma vie et qui a été un peu écourtée par le Covid, mais franchement à peine et c'était trop bien. Et ça t'a fait quoi de rentrer finalement j'imagine que ça t'a fait un petit... on parle souvent du coup de blues quand on rentre d'un pays étranger. En fait je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je rentrais tout juste de mon dernier voyage et du coup... il me restait normalement un mois là-bas, mais vraiment pour plutôt refaire ce que j'avais aimé, profiter de mes amis et tout. Donc j'ai pas eu le sentiment, j'ai pas été frustrée, j'avais découvert tout ce que je voulais découvrir. Et quand je suis rentrée, finalement être longtemps confinée avec ma famille et ma petite sœur, ça m'a presque fait plaisir, parce que comme j'avais pas été avec eux pendant longtemps, j'étais aussi contente de retourner à la maison. Donc forcément aujourd'hui je suis souvent un peu nostalgique de la liberté que j'ai pu avoir là-bas et j'ai beaucoup voyagé en plus là-bas, on prenait des billets sur un coup de tête, voilà. C'est tellement bien. Donc ça c'est sûr que ça manque un peu mais en vrai je suis trop contente juste d'avoir pu avoir cette expérience et encore plus avant ça parce que ceux qui devaient partir cette année c'est une autre ambiance donc voilà. C'était Toronto même, la ville ? C'était plein dans Toronto. Okay. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi cette université. J'avais un peu plusieurs critères. Évidemment, pouvoir y étudier la nutrition, mais aussi que ce soit un point de voyage simple, que ce soit une grosse ville, parce que j'ai trop aimé étudier à Paris et je voulais une grosse ville. Ça faisait partie des critères. Donc, Et du coup, c'est marrant parce que tu viens un peu de banlieue parisienne, assez campagnarde, on va dire. On connaît les gens. Du coup, tu préfères la grande ville ou t'aimes bien quand même le cocon Je préfère clairement la grande ville. En fait, j'aime trop les gens. Je sais pas si je peux dire ça, mais j'aime quand ça bouge, genre l'effervescence et tout. C'est clairement ce qui me donne moi-même de l'énergie. J'aime trop pouvoir sortir. En ce moment, il n'y en a pas trop, mais tout ce qui est sortie culturelle, juste voir les gens facilement, tout ça. Et la dynamique des grandes villes, j'aime trop. Et du coup... j'adore la nature, j'adore la rando, j'adore les voyages par exemple, j'en fais beaucoup en nature, mais pour vivre, fallait que ce soit la ville. Qu'il y ait du bruit. C'est ça. Et souvent les gens comprennent pas, tu sais quand tu viens de Paris ou quoi, et tu vas dans une ville un peu plus calme, tu te dis il manque quelque chose, je sais pas quoi. C'est ça. Et après tu te rends compte que c'est le bruit et le bazar total. Alors à côté de ça, quand je rentre chez moi, souvent c'est tout silencieux et j'aime bien, c'est reposant. Mais j'aime bien les deux, mais fallait que ce soit... la ville et la dynamique et les sorties. Mais du coup, ça te fait quoi en ce moment ? Parce que forcément, tout est un peu plus éteint. Est-ce que tu te sens quand même bien en ville ou il manque quand même quelque chose ? Du coup, en fait, j'ai beaucoup été en campagne, puisque je suis rentrée chez moi pour le confinement, parce que entre un appartement parisien et une maison en campagne, je pense qu'il n'y avait pas photo. J'ai pas trop aimé les cours en ligne. En fait, au début, c'était assez simple. En gros, j'étais quand même avec ma sœur et du coup, c'est ma sœur, mais c'est aussi un peu, c'est ma meilleure amie. On s'entend super bien et tout. Donc, on cuisinait beaucoup ensemble, on dansait, on chantait. Bref, on avait tout plein d'énergie. Et puis, j'étais encore dans la dynamique des cours. Et puis, j'ai beaucoup utilisé Miss Nutrition, donc le compte Insta et la chaîne YouTube que j'ai créé au premier confinement pour m'occuper, parce que ça me passionne toujours. Du coup, c'est vrai que j'étais super occupée et au début ça me pesait pas du tout finalement.
Enfin, pas du tout. Peu. Un peu moins. Et puis, après, le confinement a quand même été long. Et petit à petit, moi, je tire beaucoup mon énergie des autres. Ouais. Motiver les autres pour me motiver, etc. Et c'est vrai que là, c'était plus complexe. Donc du coup, depuis le déconfinement, je pense que ça se voit sur mon activité Insta et YouTube. J'ai un peu mis les relations sociales en prio et du coup, je suis un peu moins active sur les réseaux et même le travail, c'est pas évident de s'y mettre. Et du coup, sur Zoom, j'imagine que t'es souvent sur Zoom. Oui, j'adore Zoom. Parce que là, en ce moment, c'est un peu le problème des étudiants, je vois souvent sur les réseaux sociaux, tout le monde est déprimé, les étudiants ont l'impression de ne pas être pris au sérieux, d'être un peu abandonnés. Est-ce que c'est ton cas J'ai toujours travaillé de manière assez autonome. Du coup, ça va, je dirais. J'ai eu la chance d'avoir des très très bons profs ce premier semestre qui arrivaient à rendre le cours assez interactif ou qui arrivaient quand même à intéresser par Zoom. Et les cours qui m'ont pas trop intéressée, j'y suis juste pas allée en fait. Puis j'ai fait en sorte de faire les devoirs sur des sujets qui m'intéressaient. Et en fait, j'essaye aussi d'en tirer un peu le positif dans le sens où ça m'arrive souvent de faire mes crêpes en même temps que le cours, quand on doit pas mettre la vidéo. Ou alors, quand c'était encore le couvre-feu et pas le confinement, j'étais allée avec une amie un peu en Normandie parce que finalement, ça peut suivre de là où on veut. Ouais. En fait, ce qui a été bizarre, c'était réussir à rencontrer les gens dans le contexte. Et du coup, on apprend, enfin, je sais pas, j'imagine que tout le monde a fait ça, mais réussir à rencontrer par les réseaux, mais sans que ce soit bizarre, et en essayant de se voir ensuite en vrai. Ça, c'est rencontrer des camarades de classe sans c'est les ça. voir. Normalement, c'est juste en amphi, quoi. Et de voir avec qui tu peux faire équipe. C'est ça. C'est compliqué, ça, Enfin, du coup, tu vois à peu près en visio qui serait susceptible d'être ton pote. Là, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai rencontré des gens trop cool et c'était vraiment à l'intuition. C'est quelques personnes avec qui, je sais pas, par Zoom, on s'est dit ça doit être une personne assez cool. Et puis, on a organisé finalement quelques jours ensemble pour vraiment se rencontrer. Et c'était trop bien et on a pu vraiment se rencontrer. Et typiquement, je pense que ça va être des piliers pour le second semestre. Mais j'encourage tout le monde à essayer de rencontrer par les réseaux, mais aussi à voir en vrai derrière, parce qu'à côté de ça, que par les réseaux, c'est... Moi, je préfère voir, quoi. Donc, Et du coup, Sciences Po, forcément, petit cliché de l'intello, n'est-ce pas oh là, je sais pas s'il faut rapprocher directement Sciences Po et intello, parce que... il y a tout un monde. Disons très bonne culture en général, je suppose, pour la plupart. Oui, alors après, un truc assez bizarre, c'est que finalement, moi par exemple, je suis pas du tout politisée. Et parce que je suis à Sciences Po, on va facilement des amis de collège ou de lycée qui savent que j'y suis, ou même des gens de ma famille ou quoi, qui vont penser que je suis assez politisée ou que j'ai une certaine culture, des grandes institutions ou quoi. Bon, alors j'en ai un peu, forcément, parce que c'est aussi ce qu'on voit au collège universitaire, mais je pense que je suis l'une des moins politisée de sous Sciences Po et parce que c'est aussi finalement une école très générale qui nous permet d'aller aussi vers d'autres sciences sociales. L'image de l'intello, une fois à Sciences Po, on l'a quand même beaucoup moins parce que finalement on est quand même entre bons élèves du lycée, on va dire. Donc c'était plus au lycée. T'as eu un peu cette image plus jeune. Est-ce que tu trouves que c'est mauvaise? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne image? Est-ce parce qu'on a souvent le stéréotype le premier de la classe, etc. Est-ce qu'il y a une pression d'être le premier de la classe ou est-ce que ça va? En fait, ça dépend vraiment de qui et comment ça peut être montré. Moi, je l'ai jamais pris comme du négatif vraiment, dans le sens où j'étais contente. J'étais plutôt épanouie avec mes bonnes notes, on va dire. Et puis, je le faisais pas genre pour avoir des bonnes notes ou pour mes parents, voilà. Mais j'ai toujours été assez scolaire, je me suis facilement intéressée aux cours. J'ai adoré les maths, j'ai adoré le français, j'ai adoré l'histoire. Donc, c'était assez naturel, entre guillemets, même si c'est vrai que j'ai commencé à bosser pas mal, vers la 3e, puis au lycée. Au collège, ça m'a jamais embêtée parce que finalement, j'étais un peu dans un groupe de gens trop cool qui s'en moquaient, bonne note ou pas bonne note. La plupart étaient de toute façon plutôt des bons élèves aussi. Et l'ambiance était trop cool. C'est au lycée où
en seconde notamment, j'avais l'impression de pas trop pouvoir être et l'intello et autre chose. Et c'est ça qui m'a embêtée. Être dans une case un peu... C'est ça, parce que par exemple, moi j'ai toujours adoré le sport. Et j'étais plutôt sportive, j'avais aussi des bonnes notes en sport, entre guillemets. Et ça, ça a pris du temps le prof pensait que je trichais au début, tu vois, donc c'est le genre de truc où j'ai envie de dire, non, en fait. Comment tu triches au sport mais tu sais, quand tu te caches derrière... Genre au demi-fond, tu te caches derrière un truc et tu reprends... Mais non, je ne faisais pas ça parce que j'adorais la course en plus. Ou alors, je sais pas, j'ai pas adoré l'ambiance, ça m'a pas trop poussé à sortir ou quoi, mais du coup, c'est vrai que après ça allait mieux, mais il y a un moment où j'arrivais pas trop à faire ma place et je me suis un peu. Je pense que je me suis moi-même, du coup, presque. Pas enfermée dans cette image, mais j'arrivais moins à me définir par d'autres trucs, ce qui est complètement stupide parce que c'est pas parce qu'on est bonne élève qu'on peut pas aussi aimer sortir, aimer le sport et plein d'autres trucs. Mais carrément. Et je pense que ça dépend des établissements où t'es, ça dépend des gens avec qui t'es. t'es. Bien sûr. Quand je suis arrivée du coup dans le double diplôme, on était entre guillemets entre intello parce que clairement il y a une sélection assez forte pour ce cursus. Et là je sais pas trop comment... Je suis restée finalement plutôt parmi ceux qui travaillaient quand même beaucoup et les bons élèves, mais on était tous des bons élèves. Du coup, à la fois c'était estompé, à la fois il faut toujours un peu un premier de la classe, même si on est entre premiers de la classe. Mais peut-être qu'aussi les clichés, c'est un truc de lycée, peut-être que les gens en grandissant se disent c'était moins important. On s'en fiche de qui est plus intelligent que l'autre. Oui, puis je trouve que les activités extérieures prennent aussi plus d'importance. Si t'es pas un mauvais élève mais que t'es ultra impliqué dans une asso par exemple, ça peut être tout aussi mis en valeur. C'est ce que je trouve un peu dommage. Et j'ai des cousins qui sont au Canada et qui ont un système vraiment différent et ils se définissent beaucoup moins par uniquement la réussite scolaire. Parce qu'au lycée, ils ont aussi le sport, la musique, etc., etc. Et je trouve ça trop bien parce que pour l'épanouissement personnel, à mon avis, c'est beaucoup plus sain. Parce que tu peux t'épanouir et t'y retrouver autrement, même si t'es pas ultra scolaire. Et du coup, c'est un système que je pense préférer. De toute façon, même, je pense que dès que tu sors du lycée, les employeurs privilégient peut-être quelqu'un qui a un CV avec l'expérience aussi. Tu vois, TEDx... Je pense que si t'étais sortie du lycée, je pense que tu vois, c'était la première chose qu'ils allaient regarder. Elle sait faire autre chose, elle est bonne élève, mais elle sait faire autre chose et elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à faire en dehors, tu vois. D'ailleurs, est-ce que vous avez même regardé si on avait été bons élèves au lycée? Nous, pour le TEDx, du coup, on en parlera, mais moi je faisais partie de l'organisation du TEDx Youth Saclay. Et en fait, on a recruté des intervenants pour parler sur scène. Le principe du TEDx, c'est parler 12 minutes environ sur scène d'un sujet en particulier. Donc notre thème, c'était peur et espoir face à l'avenir. Et donc, on avait tout un tas de sous-thèmes qui rentraient dans la problématique. Année Covid, ça marche très bien. Voilà, on n'a pas fait exprès en plus. Mais du coup, effectivement, donc en recrutant, entre guillemets, on regardait juste qui avait quoi à dire, aussi l'aisance, parole en public, etc. Et non, on ne regardait pas du tout si c'était bon élève ou pas. On n'avait pas vos bulletins, donc dans tous les cas, on regardait juste. En plus, en fait, c'était vraiment vos vidéos, votre ambition. Et je pense que n'importe quel recruteur doit faire comme nous. Après, c'est pas à moi de dire quoi faire, mais c'est vrai que voir l'ambition, voir le talent, tu vois, il n'y a pas que les notes, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui... Je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que je me suis jamais... c'était très simple de ne pas me définir que par la scolarité parce que depuis tout petite, je fais beaucoup d'activités extrascolaires. C'est notamment parce que beaucoup d'activités étaient subventionnées dans le village où j'étais, donc ça nous permettait de faire de la musique, du sport et des sorties culturelles. Et du coup, j'ai toujours fait plein de trucs à côté de l'école, ce qui était trop cool. Mais du coup, c'est vrai que mes journées n'étaient pas forcément centrées autour de ça, j'avais plein d'activités autour. Et t'arrivais quand même à aligner les devoirs, les contrôles, les activités sont tombées petit à petit. C'est-à-dire que, en primaire, je crois qu'il y a un seul jour où j'avais pas d'activité
Mais sinon, j'avais genre solfège, violon, équitation, tennis, danse, enfin genre, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et puis petit à petit, j'ai gardé que la danse et le violon, jusqu'au lycée où j'ai gardé que le violon. Et finalement, c'était assez routinier, mais en rentrant, je faisais 1 heure de violon à peu près. Ce que j'adorais et Enfin, c'est une activité qui demande beaucoup de rigueur, mais qui est aussi agréable quand on aime la musique et très satisfaisante parce qu'on voit qu'on progresse. Et ça, c'est un truc que visiblement j'aime dans les activités que je pratique. Et alors, du coup, j'en ai fait vraiment, vraiment jusqu'au lycée. Du coup, je suis arrivée en fin de cycle 2, s'il y en a qui voient un peu ce que c'est. Donc, bon, un niveau où je pouvais jouer et m'amuser, mais sans être non plus loin d'être pro, quoi. Tout le lycée, c'était génial. Et puis, en post-bac, j'ai calmé un peu. J'en jouais 1 fois par mois, histoire de... À Toronto, je l'ai pas emmené, donc ça a fait une grosse pause. Et puis, j'ai repris un peu pendant le confinement. Et c'était un peu frustrant parce que les doigts bougent pas comme avant. Mais super cool. Et là, j'ai joué un peu à Noël avec ma sœur qui fait de la flûte traversière pour le coup à très très bon niveau et en formation pro. Et petit orchestre au réveillon. C'est ça. Et c'était très cool. Même au confinement, quand tout le monde applaudissait, nous, il y a eu un peu un concours de qui faisait le plus de bruit. Donc, il y en a qui ont sorti les casseroles. Et puis, en fait, on a un voisin qui fait de la trompette. Donc, à un moment, il a sorti sa trompette. Et du coup, petit à petit, tout le monde a sorti ses instruments. C'était à Paris Et non, du coup, c'était dans mon petit village. Et en fait, à la toute fin, le dernier soir, pour applaudir, parce qu'en plus, il y a un médecin qui habite sur la place. Quand il est rentré, on lui avait... on avait préparé un peu un petit concert en faisant un arrangement, alors du coup violon, flûte, trompette. Et c'était super sympa. C'est top. Et c'est ce que j'aime toujours bien dans la musique, comme dans le sport en vrai, c'est que avant j'en jouais vraiment plus pour moi et pour progresser et tout, et là quand je le reprends, en vrai ce que je préfère c'est juste que c'est trop bien de jouer avec des gens, quoi. Mais en fait je pense que la musique, le sport, tout ce qui est même un peu art, tout l'art en fait, je pense que ça rassemble les gens. Je pense que tu vois la Coupe du Monde par exemple, c'est fédérateur. C'est fou, mais ça même en période de crise, tu vois, comme le Covid, la musique ça rassemble les gens qui font du sport en ligne ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai vu aussi des groupes a cappella qui ont réussi, ou même des groupes de musique tout court qui ont réussi à synchroniser et tout, et à faire des trucs trop bien par Zoom. J'ai trouvé ça tellement bien. C'est ouf. Et c'est quand tu vois que les gens se regardent pas dans le métro. Par contre, dès qu'il y a la Coupe du Monde, on se fait tous des câlins. Fut un temps, on pouvait se faire des câlins. Mais même déjà la musique et tout, sortir de sa fenêtre, même les grands appartements, les grands immeubles haussmanniens, tu vois tout le monde qui sort sa petite trompette, tu vois, des petits concerts. Mais franchement, c'est... l'ambiance que ça apporte, surtout en période de crise comme ça, je pense qu'on en a tous besoin. Et vivement le jour où on pourra tous redanser. Ah oui. Je sais que toi-même... Moi j'ai envie de lancer des sessions de danse, j'en profite. Mais en fait, ce serait vraiment top de trouver un studio de danse qui puisse accueillir des gens, même avec le Covid et tout ça, mais pour qu'on puisse faire un délire de troupe. Je sais pas si tu suis un peu tous les trucs... Sur YouTube, il y a pas mal de trucs United, je sais pas si tu vois les studios United, c'est trop bien. C'est trop bien. Ils ont une ambiance, c'est incroyable. Alors du coup, on parle confinement, on parle Covid, mais nous on a quand même organisé le TEDx Saclay, le TEDx Youth Saclay en période de Covid, ce qui n'était pas évident. Ça devait pas être évident. C'était compliqué, mais bon, on a eu Zoom du coup qui nous avait quand même aidé. On peut cracher dessus, mais en même temps, c'est il nous a quand même aidé. Cool. Mais donc du coup, tu as été intervenante pour expliquer au TEDx Youth Saclay. Est-ce que toi, la prise de parole en public, l'aisance, tout ça, c'est quelque chose qui a toujours été présent en toi ou c'est un peu un challenge que tu t'es donné L'aisance, en fait je me suis pas trop posé la question parce que je trouve, j'avais envie de faire passer un message et du coup si le moyen c'était la scène entre guillemets, allons-y. Je pense que notamment par les activités que j'ai pu faire, petite, j'ai fait pas mal de spectacles de danse, de violon, même de chant, même ça, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Et du coup, ça, c'était... même les exposés et tout, c'est jamais ce qui m'a posé problème. Là, ce qui m'a impressionnée et ce qui a fait que je pense que j'étais plus stressée que juste avant de passer sur scène, c'était que j'adore les TED. J'en ai regardé par centaines, encore plus pendant le premier confinement.
Et jamais je me suis dit qu'un jour je ferais un TED. Et du coup, j'y vois une certaine importance et signification et tout. Et donc ça m'a fait un peu plus peur que... la pression voilà, de pas être ça. à la hauteur de c'est tous ça, les gens. parce que je me suis dit, jamais j'avais un truc à dire en tête, quoi. Et donc c'est plus ça. Mais sinon, l'idée de parler devant des gens... je me souviens même qu'entre répéter un peu face à son mur et pouvoir le faire devant des gens pour s'entraîner ou en vrai, c'est tellement plus stimulant d'avoir les réactions et tout. Donc non, ça c'était pas du tout... je l'ai pas vu comme challenge. Le challenge c'était plus construire sa pensée pour que le message soit le mieux délivré possible en fait. Ouais. Et j'espère avoir réussi au maximum, mais ça c'était pas évident. Je trouve que oui. Bon, parce que bon, du coup, le message était... donc, t'es partie de la nutrition qui est un facteur qui est assez important dans ta vie. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi c'est important et quel était un peu le sujet de ton TED en particulier? Alors du coup... pourquoi j'ai décidé de faire un TED, c'était très random. Parce que j'avais pas du tout choisi de faire un TED à la base. Juste pendant le confinement, justement... j'étais un peu à fond dans réfléchir à Miss Nutrition et tout. Donc il y avait déjà eu la réflexion de Miss Nutrition, à savoir que à la base j'étais censée faire un stage, mais j'ai pas eu de stage avec le Covid. Et je me suis dit que du coup j'avais quand même envie de m'occuper autour de la nutrition comme j'aurais dû le faire en stage. Et que finalement, ce que je voulais vraiment c'était informer. D'où du coup la création de tout ça. Et alors que j'étais un peu stimulée par ça pendant le confinement, un matin, je suis juste descendue pour prendre mon petit-déj et mon père qui bosse à l'université de Saclay a reçu un mail et m'a dit « Oui, Marine, il y a un appel à candidature pour TED. » Trop bien. Bah d'accord. Et puis ça a fait son chemin et je me suis dit que j'avais envie déjà d'informer en nutrition, mais aussi d'expliquer pourquoi j'avais cette envie d'informer et pourquoi c'était important à mes yeux. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de faire un TED. Et donc, pourquoi le sujet à l'origine, je pensais faire quelque chose plus centré sur le rapport au corps et les troubles du comportement alimentaire, vu que c'est, comme je l'explique dans mon TED, ça qui m'a sensibilisée en premier à la nutrition. En fait, j'ai construit d'abord du coup tout un sujet autour plus du rapport au corps et aux pressions qu'on pouvait avoir aux sociétés et au rapport du coup à l'alimentation qui pouvait en sortir, parce qu'il y a beaucoup plus de gens que ce que l'on croit qui ont des troubles du comportement, parce que les troubles du comportement c'est pas que l'anorexie extrême ou la boulimie extrême quoi. Donc voilà. Et en fait, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que déjà, dans un TED, j'avais envie de parler vraiment à tout le monde et pas que ceux qui pouvaient se sentir concernés par ça. Et qu'au-delà, si on était plus informés sur l'alimentation et ses conséquences, peut-être qu'il y a moins de gens qui auraient ce genre de problème. Et du coup, j'ai vraiment voulu l'élargir, en gros, essayer de donner une prise de conscience au public, ou au-delà aussi par YouTube, de pourquoi... quels sont les enjeux de l'alimentation et pourquoi s'en préoccuper. Et en fait, ça peut être même ceux qui s'en moquent de l'environnement, par exemple, et pour leur santé, pour ceux qui s'en moquent de leur santé, que ce soit pour l'environnement ou pour juste l'humeur au quotidien ou pour l'économie. Ça a tellement d'impact sur plein de trucs. En fait, c'est vraiment, pour moi, un moyen aussi de s'engager à titre personnel comme en société. Et donc du coup, il y avait vraiment ce message que je voulais faire passer. Mais donc au début c'était juste donner cette prise de conscience, puis j'en ai parlé un peu autour de moi et je me suis rendu compte que donner la prise de conscience, si je donnais pas derrière des moyens de s'informer, vu qu'à mon goût on n'est pas du tout assez informé, il fallait aussi que j'intègre des manières d'expliquer comment s'informer. Et je pense que j'ai dit vraiment tout ce que j'avais envie de dire, sauf un truc, à savoir que dans les moyens de s'informer, du coup j'ai parlé de certains sites comme Santé publique France, Manger Bouger, WWF, Miss Nutrition, compte Instagram. Voilà. Et au-delà de ça, essayer de donner des clés sur comment réussir à s'informer soi-même. Donc par des articles scientifiques ou des livres ou certaines chaînes, comme finalement je le fais moi du coup. Et donc je pense que j'essaierai de faire une vidéo à ce sujet
parce que c'est assez vaste, Ouais. mais aussi pour ceux qui veulent comprendre encore plus en précision et trouver l'info par eux-mêmes, comment ils peuvent faire. Après, je pense que t'as évidemment la solution du nutritionnisme, effectivement, ceux qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens de suivre les conseils d'un professionnel. C'est vrai que Internet, bon, c'est le meilleur moyen, mais ça peut être aussi le meilleur fouillis, quoi. C'est ça, donc c'est bien essayer de donner les bonnes ouais. pistes, on va dire, et puis je trouve le travail des diététiciennes, nutritionnistes, etc. vraiment très très bon, mais je sais que moi-même je suis allée voir une diététicienne quand j'ai voulu perdre du poids, et au début ça a été très bien, mais je pense que ça a dérapé à un moment là où ça aurait pas dû, et quand je dis déraper du coup c'est développer des TCA, parce que finalement elle me disait beaucoup que faire ou comment le faire, mais pas pourquoi le faire. Ouais. Et du coup j'ai plus ou moins compris manger moins, courir plus, là où j'ai pas forcément compris pourquoi. Et si on m'avait expliqué pourquoi, je pense que j'aurais... Enfin, je sais pas comment ça se serait passé, mais j'aurais sûrement moins dérapé, quoi. Ouais. Parce que, après, je pense que c'est aussi peut-être dans la mentalité à laquelle t'étais à ce moment-là. Est-ce que, d'ailleurs, comme du coup tu l'expliques dans ton TED, tu avais développé un truc comportement alimentaire, on peut le dire, l'anorexie, c'est ça ? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y avait une raison particulière ? Est-ce que c'était parce que tu te comparais aux autres ? Est-ce que... Je pense qu'il y a eu beaucoup de raisons. Ouais. J'en ai pas mal parlé avec beaucoup de gens, d'autres qui ont aussi eu des TCA. Oui, donc TCA, trouble du comportement alimentaire, mais je vais le dire comme ça parce que c'est quand même plus simple. Je l'écris là. Voilà. Et au début, c'était vraiment juste une idée de... Je faisais beaucoup de sport et j'avais envie que ça se reflète un peu plus. Je pense qu'aussi, je me suis comparée un peu, notamment à des amis, sûrement, que je trouvais magnifiques. Et je pense qu'il y avait un petit côté où je trouvais ça injuste que je sois aussi sportive, entre guillemets, et que ça se reflète pas comme je le voulais. Mais j'étais loin d'être grosse, bon, voilà. Et puis qu'est-ce que grosse, c'est une autre question. On se voit toujours pire que l'on est, entre guillemets. On a tendance à regarder ce qui nous plaît pas, donc en l'occurrence, moi c'était mon ventre. J'avais un énorme complexe sur mon ventre et je pense que ça l'est toujours, hein, donc voilà. Mais du coup, je pense que c'est parti de là, et donc ça c'était plutôt fin 3ème. C'est un moment aussi où je me suis mise à la course, mais de manière très saine, hein, pour le coup. C'était, je me suis mise avec mes parents et c'était un peu la sortie du dimanche, on adorait ça, puis du coup ça s'est développé. Le problème ça a été du coup quand je suis arrivée en seconde, où j'arrivais pas trop à trouver ma place parce que j'étais un peu la bonne élève, mais j'arrivais pas à être... Enfin, je sais pas, je pense qu'on a tous un peu plusieurs soi, entre guillemets, avec, je sais pas, une personnalité un peu plus complexe que ça, quoi. Et j'arrivais pas à sortir de notamment cette image. Et du coup, en fait, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Et donc, je pense que là où je me suis un peu renfermée dans ce côté bon élève et où j'avais un peu besoin de contrôler notamment ma réussite scolaire, l'autre truc que j'ai réussi à contrôler à ce moment-là, c'était mon poids. Et du coup, ça devenait un peu maladif de juste se peser tous les matins, regarder le poids sur la balance. Ça définissait bien trop mon humeur, parce que s'il stagnait, ça allait, s'il montait, c'était la fin du monde, s'il avait diminué, j'étais de bonne humeur. Si remontait, tu faisais du sport massivement, j'imagine. Je faisais de toute façon du sport massivement. Quand je mangeais un demi-carré de chocolat, je faisais un nombre d'abdos alors que c'est... ça n'avait pas de sens. Je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire parce que j'avais pas encore compris qu'est-ce que c'est que la construction musculaire, comment il faut la soutenir, et que tu développes aussi la dysmorphie, donc voir son corps autrement qu'il ne l'est. Donc je me voyais beaucoup plus grosse que ce que j'étais. Ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard en regardant des photos, en voyant mes bras et en me disant... C'est fou ça. Voilà. J'ai jamais non plus été maigre. J'ai fait de l'anorexie... Enfin, c'était de l'anorexie dans le sens grosse perte de poids, anorexie mentale, perte de règles. Mais j'ai pas été hospitalisée par exemple. Mais j'ai perdu bien trop. Je pense que j'ai reçu pas mal de messages à ce... sur le sujet, et je pense aussi que j'en ferai une vidéo plus pour essayer d'aider, parce que j'ai réussi à en sortir, et je pense, quand on est dedans, on pense qu'on n'en sortira jamais. Et c'est un peu les discussions que j'ai eues avec certaines filles qui m'ont contactée du coup, et j'ai envie de montrer que c'est pas forcément simple, qu'il faut être patient, mais que ça peut finir complètement par arriver, parce qu'aujourd'hui
Ça peut être une demi-tablette de chocolat sans aucune... sans aucun remords derrière, voilà c'est la culpabilité. Ouais. C'était aussi... je me sentais coupable de trucs complètement stupides. Donc je pense que ce qui m'a fait le développer au début, c'était peut-être un peu la pression sociale, vouloir être un peu plus sportive, mais ça s'est plus transformé en vouloir contrôler. Et parce que c'est ce que je contrôlais, et finalement, typiquement, ce qui m'a aidé un peu à en sortir, ça a été de partir un mois au Canada à un moment, et quand on sort de ses habitudes, on en crée des nouvelles de toute façon, et donc j'étais obligée de moins contrôler quelque part. Et c'était un moment où, ça a été un peu un déclencheur pour sortir de ça. Et je pense qu'il y avait beaucoup de contrôle. Mais je pense, du coup, pour en avoir parlé avec d'autres filles qui font ou qui ont fait de l'anorexie, ça peut être du contrôle, comme ça peut être la pression sociale, comme ça peut être un trauma, ça peut être tellement large, quoi. T'as perdu combien de kilos, tu t'en rappelles ou pas? Je suis partie de 55 environ pour 1m60, donc rien de fou, quoi. D'autant plus que j'étais déjà assez sportive. Je suis descendue à 41. 41,7 je crois. En fait, ce qui m'étonne, c'est que je pensais que c'est des chiffres que je retiendrais toute ma vie, tellement c'était important, et finalement c'était 41 quelque chose. Mais donc, entre la rentrée de seconde et au plus bas, c'était genre vers février. Et ça a été une remontée petit à petit, vraiment progressive. C'est tes parents, c'est ta famille, tes amis aussi qui t'ont dit que t'avais changé, qu'il se passait quelque chose. Est-ce que tu l'as remarqué toute seule ou... En fait, les gens qui me connaissaient vraiment très bien l'ont remarqué, mais finalement beaucoup de gens n'ont pas remarqué, notamment la famille plus éloignée ou au lycée, il y a pas mal de gens qui l'ont pas spécialement vu. Parce que je pense, de base, je suis quelqu'un de vraiment assez dynamique, très positive et optimiste. Et du coup, finalement... J'avais toujours de l'énergie, même si j'en avais moins. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont juste pas vu. Par contre, mes parents l'ont vu, mes amis les plus proches l'ont vu, et ma sœur l'a vu. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on mange vraiment moins que les autres. Je voulais servir moi-même pour contrôler. Tu as des petits trucs comme ça, au début anodins, mais qu'on remarque. Tu mangeais avant de rencontrer tes amis Alors du coup, ça pareil, comme je dis dans le TED, j'ai toujours... Le repas, ça a toujours été un moment de partage, et je l'ai un peu conservé comme tel. Donc en gros, l'idée, c'était plus comment consommer le moins de calories possible, tout en conservant les repas. Du coup, le repas... je prenais quand même un repas le matin alors que je mangeais seule au petit-déj, mais parce qu'en fait, j'étais affamée au réveil. Et en fait, on pense qu'à ça. C'est ça le problème. C'est qu'on ne pense plus qu'à ça. Je pourrais trop sortir mon petit-déj... au gramme près de fromage blanc et d'avoine et de... Voilà. Je mangeais toujours à la cantine le midi, sauf que je mangeais genre que les légumes et les yaourts, trucs comme ça. Toujours le goûter avec ma sœur, mais comme j'expliquais, on est passé de gâteaux maison pas forcément sains, pas forcément allégés ou quoi, et du pain et du chocolat à volonté, à des galettes de riz, de la compote sans sucre ou des fruits, des choses qui peuvent être très... saine et bonne en soi, finalement c'est des trucs que je consomme toujours, mais c'était pas parce que c'est ce qui me faisait plaisir, quoi. Et puis le soir je mangeais toujours avec mes parents, mais la technique c'était de mettre le plus de salade possible dans l'assiette parce que ça prend beaucoup de volume. Disant tout ça n'est à ne pas reproduire si vous êtes dans ce genre de schéma, évidemment, parce qu'en fait c'est des trucs où on se cache à soi-même le problème, et on finit par s'en rendre compte. Parce que les gens qui nous connaissent le mieux voient bien qu'on est un peu plus fatigué, un peu moins dynamique, parce que on est plus fatigué, qu'on a froid tout le temps. La perte de règles, c'est clairement un indicateur pour les femmes. Et puis... T'avais quel âge? 14 ans? Du coup, j'avais 15 ans, je crois, en seconde, okay. Donc je crois 15 ans. Parce que j'imagine que du coup, quand tu développes un complexe sur ton poids, quand tu vois le chiffre remonter sur la balance, c'est la catastrophe. Du coup, quand on te dit il faut que ça remonte, comment tu fais? Alors, en fait, le problème, c'est que je perdais, mais de partout, et du coup, moi, mon grand complexe, c'était mon ventre, que je trouvais beaucoup trop gros. Et finalement, en perdant de partout, le ventre, proportionnellement, il était toujours pareil, donc voilà. Et puis, comme je disais, on développe de la dysmorphie. Du coup, pour remonter, il y a eu plusieurs trucs, mais un énorme facteur, ça a été la nutrition, en fait, dans le sens où
une fois que j'ai pris conscience qu'il fallait remanger et que j'étais à un stade où c'était de l'anorexie mentale et que je voulais retrouver un rythme plus sain, et notamment pour moi et pour mes proches, je me suis dit qu'il fallait remanger. Mais j'en avais peur, parce que j'avais peur de reprendre du poids, j'avais peur d'être encore plus grosse alors que j'étais maigre, mais enfin peu importe. Et du coup, c'est exactement ce que je dis dans la tête, j'avais besoin de comprendre ce que ça allait avoir comme effet sur mon corps, et aussi, quitte à remanger, je voulais remanger bien, directement. J'avais un peu en fait, j'avais enlevé tout le gras de mon alimentation, enfin en gros je mangeais plus ou moins plus que des fruits et légumes et du fromage blanc quoi, en gros. Donc du coup l'idée ça a été de comprendre qu'est-ce que manger équilibré, comment construire de la masse musculaire, parce qu'en fait je me suis aussi dit que quitte à aimer le sport et à vouloir reprendre du poids sans reprendre de gras, parce que c'est vraiment comme ça que je le voyais, même si en fait il fallait aussi reprendre du gras, mais voilà. Parce que par exemple, très très bête, hein, mais à ce moment-là j'étais vraiment dans une image du physique parfait. La poitrine et les fesses c'est du gras aussi, tu vois. Et c'est un truc, j'avais perdu beaucoup de forme à ce moment-là. Enfin bref, je m'en rendais pas compte, mais il en fallait aussi. Mais donc sur le coup, j'étais vraiment dans une idée de reprendre de la masse musculaire. Donc j'ai commencé à m'informer énormément, notamment en nutrition du sport. Comment prendre de la masse musculaire. Du coup, là où je faisais beaucoup de cardio, j'ai commencé à déjà diminuer le cardio parce que je n'y prenais plus de plaisir. Aller courir, c'était devenu une manière de me déculpabiliser, là où avant, et à nouveau, c'était du plaisir et ça l'est redevenu. Ouais. Donc j'ai commencé plus à faire d'autres sports, à essayer de découvrir des nouveaux trucs, ce que j'aimais bien, et puis à essayer de manger plus de protéines, des trucs très basiques finalement, mais voilà, comprendre que le gras était nécessaire, et vraiment comprendre que rien n'était mauvais, mais tout était une question plus de dose. Et ça, ma mère me l'a longtemps répété, même avant d'ailleurs que je fasse des TCA, mais pendant beaucoup, que rien n'est poison et tout dépend de la dose, quoi. Je l'ai compris qu'après. Le fait de partir au Canada où j'ai l'impression, et c'est peut-être qu'une impression, mais que là-bas on se pose beaucoup moins de questions là-dessus. Peut-être pas assez, hein. Du coup, en fait, là-bas, quand j'y suis allée, je faisais énormément de sport parce que j'allais à la muscu avec mon cousin, à la danse avec ma cousine, au yoga avec ma tante, et je faisais beaucoup de vélo pour me déplacer. Du coup, j'avais toutes les raisons du monde de ne pas culpabiliser, et en plus, on est des gourmands dans la famille, donc c'était un moment de partage. Bref, ça m'a beaucoup aidée. Quand je suis rentrée, du coup, j'ai repris quelques mauvaises habitudes, mais ça allait mieux. Et puis après, finalement, au lycée, ça allait mieux aussi. Il y a eu, en terminale, j'ai eu un copain qui m'a beaucoup aidée là-dessus. Parce que, au bout d'un moment, quand on aime quelqu'un qui nous aime, on se dit que peut-être il y a des raisons finalement d'être aimé aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée, très très diverses. Du coup, je suis remontée autour de 50 comme ça. Au début, j'étais bien à 50, j'avais pas spécialement envie de monter au-dessus. Et puis quand je suis allée à Toronto, j'ai fait beaucoup de muscu. Et finalement, j'ai pris pas mal de poids assez vite. J'ai pris genre 5 kilos en 2-3 mois. Donc du muscle, mais pas que, quand c'est aussi rapide. Et finalement, j'étais super bien dans ma peau parce que même si je peux pas dire que je fais pas gaffe au physique, c'était clairement plus ma priorité. Je me définissais par tellement d'autres trucs, et puis j'ai commencé à voir le corps non pas par ce à quoi il ressemble, mais aussi ce qu'il permet de faire. Et du coup, clairement c'est toujours un truc important dans ma vie, bien manger, et bien manger dans un sens ultra large, comme je peux le dire, j'essaye de le dire en tout cas dans le tête. Les frites, ouais, c'est ça. Ça c'est un truc, j'imagine que tu te dis jamais je peux manger des frites. En fait du coup maintenant c'est des trucs qui me paraissent tellement évidents, mais en gros... je mange des gâteaux tous les jours de ma vie, plein de chocolat et je sais pas, plein de trucs super sains. Là tu vois, je reviens d'un petit trip avec quelques potes de mon master, du coup, où on a cuisiné, mangé, c'était clairement, voilà, et c'était trop bien. Et en plus, fallait suivre un peu les allergies et engagement de chacun, et c'était trop cool parce que à côté de ça, on est tous des gros gourmands et des bons mangeurs. Du coup voilà, et puis en fait juste aussi... je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en faisant du sport, en retrouvant le sport pour le plaisir et en faisant comme j'en ai fait et j'en fais,
j'ai augmenté mon métabolisme de base et j'ai besoin de vraiment plus manger. Et du coup, j'ai faim, quoi. Donc, voilà, faut bien se nourrir. Donc, voilà, des trucs vraiment bêtes, mais... c'est sûr que c'est... Enfin, je pense, après c'est que mon expérience du coup, que c'est plus simple quand on aime le sport, parce que c'est un moyen super simple de relancer son métabolisme. Enfin, super simple. Faut être patient, mais ça se fait très bien. Alors que quand on n'aime pas ça, je préfère ne pas trop en parler, dans le sens où je connais pas 20 milliards d'autres moyens de faire. Parce que le sport, après, c'est très large. Hein, je pense que chacun a son sport. Enfin, moi, c'est la danse, tu vois. Je déteste la salle. C'est un truc, à part le vélo, tu vois. Parce qu'à la limite, t'as un petit écran, voilà, c'est sympa. Mais puis tu peux écouter de la musique et tout. Mais par exemple, tu vas courir. Je déteste courir. Alors que tu vois, je fais de la danse, je peux perdre. Pendant le confinement, j'ai perdu 6 kilos. Rien qu'en faisant de la danse. Alors que j'étais inscrite à la salle avant, j'y allais jamais, ça me saoulait. Tu vois. Mais je pense que là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie de manière générale, du coup. Parce que là encore, j'ai eu de la chance dans le sens où. Notamment à Toronto, je pense que si j'ai autant lâché prise finalement à ce qu'il fallait, c'est aussi que j'avais accès à tous les sports que je voulais. Il y avait une salle de sport qui était trop cool, où je suis beaucoup allée, on avait accès à des piscines, donc moi j'adore nager et j'y suis beaucoup allée. On avait accès à des cours de danse gratuitement, donc j'ai retrouvé la danse qui était trop cool. Puis j'ai voulu tester des sports avec ceux qui voulaient tester des sports, donc voilà. En fait j'ai un peu eu une petite pause de sport suite à l'anorexie, parce que c'était puissant. Et j'en faisais un peu malgré moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que du coup, quand j'ai recommencé à en faire, c'était purement du plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis pro dans aucun, on va dire. Mais j'aime trop en faire plein et en découvrir plein. Ça t'a pris combien de temps pour retrouver un équilibre C'est long. C'est long dans le sens où, du coup, en première, ça allait mieux, mais je culpabilisais toujours beaucoup. Ça allait mieux parce que... en fait, je culpabilisais toujours, j'avais toujours peur. Mais j'étais en train de commencer à comprendre comment ça fonctionnait et du coup je me rassurais là-dessus. Du coup j'essayais de prendre du recul, mais c'était pas évident. En terminale ça allait... je prends par année parce que souvent ça allait avec des moods et des ambiances on va dire. Du coup en terminale c'est allé mieux, notamment parce que je me suis vraiment rapprochée d'amis qui m'ont encore plus aidée. J'ai eu du coup... je me suis mise en couple avec ce mec qui était... très compréhensible, très sensible, qui m'a vraiment beaucoup aidée aussi, et à côté de ça, avec qui la relation n'était pas du tout construite autour de ça, et donc c'était aussi en fait, c'était plus ma priorité en fait, et à côté de ça, on aimait tous les deux bien manger en plus, c'était très sain, ça m'a beaucoup aidée. Le fait aussi de comprendre un peu ce que je voulais faire en orientation, parce que c'est le moment où j'ai commencé à comprendre que je voulais bosser dans la santé notamment. Ça m'a aidée aussi parce que, en fait, tout ce qui m'a permis de me définir autrement que par ça, petit à petit. Donc, c'était très par étapes, mais ça m'a aidée. Quand j'ai été en SCUP, donc c'est le double cursus là, c'était très prenant et c'était ça la priorité. Donc, c'était moins, et toujours mon copain, mon ex du coup à ce moment-là. Donc, c'était une autre manière aussi de s'éloigner de tout ça. Mais l'endroit où vraiment, vraiment, j'ai retrouvé mon équilibre, même si ça allait déjà bien mieux avant, c'est Toronto. Parce que changement d'environnement, j'étais bien entourée, j'étais juste... en fait, c'est le moment aussi où la nutrition est devenue réellement une passion et plus aussi un moyen de sortir d'eux. Le moment où j'ai retrouvé le sport complètement pour le plaisir et les jours où j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne pas. Et puis il y a des jours où je vais faire 8 heures de sport et tant mieux quoi. Faut être patient, mais entouré des bonnes personnes et avec une bonne volonté, c'est surtout ce qui est compliqué, je pense, maintenant, mais je pense aussi à ton époque, entre guillemets, si on peut dire, c'est les réseaux, tu vois. C'est ça. Les réseaux sociaux. Autant il y a du bon, autant il y a du mauvais, autant il y a des comptes, du coup, comme le tien, Miss Nutrition, qui aident à voir autre chose que genre, le physique parfait, etc., qui aident à manger mieux, etc. Mais il y a aussi des comptes où c'est humain, on va se comparer. Mais même ça, tu vois, je trouve que c'est pas évident parce que... moi j'ai pris le parti de faire un compte vraiment purement informatif.
où enfin, sur YouTube, forcément, on me voit plus, mais sur Insta, j'ai réfléchi un peu à y mettre aussi plus de ma personnalité, et au final, je le fais pas tant que ça, parce que bah moi, ce que j'aurais aimé, c'était un compte informatif. Donc du coup, c'est ce que je fais. Mais, tu vois, si j'étais pas un minimum fine, entre guillemets, même si loin d'avoir le physique parfait et compagnie, mais si j'étais pas un minimum fine, je pense que je serais moins écoutée ou légitime. Et à l'inverse, bah du coup, ce qu'on m'a déjà dit quand je dis que je me sens beaucoup mieux et tout, c'est ah bah c'est facile maintenant que t'es fine. Et tu vois, il y a ce double truc et bon bah voilà, de toute façon, chacun a toujours ses complexes. Je pense un truc aussi important qui m'a aidé à me sentir mieux, c'est que, notamment par la muscu, j'ai arrêté de voir purement mes complexes et j'ai vu là où je progressais, là où j'aimais plus, tu vois. Et donc, bah, par exemple, je sais pas, bah, je préfère mes jambes à mon ventre et donc bah, maintenant je vais. Tu regardes moins ton ventre. Je vais moins, exactement, et c'est super bête, mais du coup, à vouloir voir ce qu'on aime chez soi, bah c'est beaucoup plus simple de se sentir mieux, tu vois. Puis comme tu disais, ce que ça te permet de faire aussi. Ouais, c'est ça. Quand t'es plus musclé, mais t'as des trucs que tu pouvais pas faire ouais, avant. Complètement. Mais du coup, pour ce qui est des réseaux, en fait, j'ai pas eu Insta avant Toronto, parce qu'à la base, j'ai voulu me créer un compte Insta perso au moment de partir à Toronto, en me disant que c'était un moyen pour moi de partager mon année et de voir celle des autres. Donc voilà. Et avant, je voulais pas la voir parce que j'avais cette impression que c'était super superficiel. Et au final, depuis que j'y suis, j'ai l'impression d'y voir un peu plein de trucs. Ouais, comme tu disais, un gros fouillis. Parce que il y a des comptes que je trouve géniaux, notamment deux qui m'ont beaucoup aidé. Donc le My Better Self, donc c'est une fille, Louise Aubéry, qui a fait Sciences Po aussi, mais elle pourrait avoir fait ce compte sans, entre guillemets, qui est aussi passée par une phase de TCA, mais qui est du coup ultra body positive, et elle est tellement c'est une fille ultra positive qui donne beaucoup d'énergie et surtout qui est cohérente, et moi c'est ça que j'aime et que j'essaye aussi de faire un peu sur ma chaîne, c'est que là plus du coup sur ma chaîne, personne ne peut avoir un régime parfait. Moi ce que j'essaye de faire, c'est trouver un peu le bon équilibre entre mes envies et mes convictions. Donc bah, par exemple, je suis végétarienne parce que je pense qu'il faut tendre à quelque chose de plus végétal. À côté de ça, je pense que tout le monde, si tout le monde en mangeait un peu moins, on pourrait ne pas tous être végétariens, entre guillemets. À côté de ça, j'adore le chocolat, et même si je sais que ça a une empreinte écologique, etc., donc j'essaye de prendre des marques les plus éthiques possibles. J'essaye de trouver un équilibre entre tout ça. Donc voilà, il y a une autre fille qui m'a énormément aidée, c'est Fit by Chloé, donc pour le coup c'est une bodybuildeuse. Elle m'a énormément aidée parce que elle m'a apporté beaucoup notamment à Toronto et un peu avant, en connaissances en nutrition, en comment vraiment construire de la masse musculaire. C'est pour le coup un compte très informatif, où elle y partage plus de sa personnalité, mais très très informatif, et que je conseille à tous. Tu la connais personnellement ou tu l'as Non, découverte elle est suisse et je l'ai découverte à force d'aller un peu sur des chaînes de muscu et de nutrition. Elle a fini par être dans mes propositions, quoi. Et j'adorerais la rencontrer, mais elle m'a énormément inspirée. C'est une fille aussi au plus bas de sa masse grasse pour ses concours de bodybuilding, où elle explique en fait que c'est pas bon, que c'est clairement pas soutenable, et qu'elle-même se préfère aussi avec un peu plus de gras, tout simplement. Et ouais, cette fille est vraiment top, et aussi elle a une rigueur incroyable. Bon, voilà. Je sais que j'évite de regarder mon feed Insta maintenant dans le métro, parce qu'en fait je suis énormément de filles qui font de la muscu, et de mecs d'ailleurs, mais voilà. Et du coup il y a facilement des photos de physique, et je sais pas, genre en muscu, je sais pas si vous êtes abonné à des comptes comme ça, mais tu montes facilement, je sais pas, genre une photo de tes fesses, mais plus pour ton fessier que pour dans le métro. Mais du coup dans le métro, je regardais les trucs, et à force d'avoir parfois des petits regards, je te mode c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Voilà, et quelques réflexions qu'elle est avec, je me suis dit on va peut-être arrêter ça. Du coup, il y a des gens qui te parlent, qui non, mais je sais pas, genre tu sais des trucs un peu mal placés ou quoi. Je me suis dit que j'allais éviter, donc voilà, à faire attention. Mais du coup, je pense que je pense qu'il y a une manière de bien utiliser les réseaux. Il y a quelques filles qui se sont abonnées à mon compte étant anorexiques.
Et donc ça m'a fait aller sur leur page et regarder un peu. Et donc finalement elles y étaient, j'ai trouvé ça trop cool parce que finalement, moi c'est ce que j'aurais aimé trouver. Ouais. Et du coup j'étais trop contente parce qu'elles m'ont posé certaines questions. D'ailleurs j'ai une vidéo qui est prête, faut que je la filme mais c'est prêt. Et c'est sur notamment un peu le rapport au corps, est-ce qu'il existe un poids idéal, est-ce que y a une certaine masse grasse minimale, maximale et tout. Et j'ai pas réponse à tout, hein, mais les recherches scientifiques sur la question ainsi qu'un peu mon opinion sur la question est prêt, j'arrive pas à la faire. Ça m'intéresse beaucoup. Ouais, faudrait que je la fasse. Mais du coup, j'ai pu discuter de ça avec elles et répondre à leurs questions et essayer de partager mon expérience avec elles et tout, et j'ai trouvé ça génial. Et ces filles du coup m'ont aussi parlé d'autres contes et de contes qui les avaient inspirées dans le mauvais sens. Ouais. Que du coup je suis allée aussi voir. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, où juste c'est des photos c'est des corps où il y a plus que les os entre guillemets. Ouais. Et ça fait l'apologie de la minceur, mais non, c'est pas de la minceur, c'est de la maigreur maladive. Et c'est sûr que du coup moi j'ai jamais connu ces contes, mais voilà. Et au-delà de ça, je pense qu'en fait il y a des contes, même je sais pas, le conte d'Emilie Ratajkowski, Rata, je crois que je l'ai suivi à un moment, mais je pense que si on le voit avec recul, ça a aucune incidence. Mais en effet, si on est vraiment impacté, si on n'est pas suffisamment bien dans son corps, si je peux dire ça comme ça, et que ça... je pense en effet que ça peut donner des complexes qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Peut-être qu'elle aussi en a, on ne sait pas, peut-être qu'elle se trouve trop mince. Ouais, j'en sais rien du tout. C'est ça qui est fou en fait, c'est qu'on se fixe un idéal sur elle, mais peut-être qu'elle-même se sent ça. pas bien et qu'elle doit... Peut-être qu'elle doit se dire faut que je sois parfaite, alors qu'en fait elle se sent mal, tu vois, on sait pas, peut-être qu'en fait elle se sent pas bien. Ouais, je sais pas, je pense que moi aussi je me suis rendu compte que des filles que je trouvais vraiment très très belles, c'était des filles finalement, entre ce que je tendais à vouloir pour moi et ce que je trouvais beau sur les autres, finalement souvent je trouvais des filles plus belles. Alors je sais pas du coup quel terme faut utiliser entre un peu plus ronde, un peu plus grosse, un peu plus voluptueuse, un peu plus... parce qu'il y a tout et n'importe quoi et tous les termes sont critiqués, donc je sais pas lequel donner. Mais voilà, et aussi je me suis rendu compte que de toute façon, il y a toujours des gens qui nous trouveront beaux, belles, des gens qui nous trouveront, qui nous critiqueront et qu'au bout d'un moment, juste au stade où on se plaît à soi et se plaire à soi dans un sens où faut aussi voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, Bon, du coup, je pense que, comme tu disais, il y a un gros fouillis qu'il faut... où à un moment, il faut réussir... si on peut réussir à se protéger soi-même en suivant les contes qui nous inspirent et qui nous donnent du positif, et pas les contes qui, finalement, on pense que, par exemple, ça va être des motivations pour aller au sport et tout, mais c'est plus culpabilisateur qu'autre chose. Parce que je sais aussi que... il y a des gens qui suivent des comptes en se disant ça va me motiver pour aller à la salle et tout. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on veut aller à la salle ? Est-ce que c'est pour se sentir mieux, pour se muscler, pour devenir plus fort, pour sculpter son corps ? Je pense que moi, par exemple, il y a un mix de tout ça. En soi, je vais pas cacher que c'était aussi parce que j'aimais l'effet que ça avait physiquement. Mais en vrai, ce que j'ai préféré, c'était juste aussi devenir plus forte et me sentir plus puissante. En tout cas, My Better Self, à fond. Et feedback Chloé, faut aimer la muscu parce que c'est du pur bodybuilding, entre guillemets. Mais si jamais vous aimez bien la muscu, je dis vous du coup, voilà, mais même, ou même des contes de danse, il y a des contes de danse que j'adore et j'imagine que t'en suis un certain nombre. Surtout sur YouTube, toutes les sessions de danse, je disais United chez Unity, je sais plus comment ça s'appelle, le chorégraphe Yanis Marshall qui danse son talon incroyable. Je comprends pas comment il fait. J'adore aussi. Déjà quand je mets des talons pour marcher c'est compliqué, alors il faut danser avec, c'est con. Mais juste en fait à un stade où, tu vois par exemple je me suis rendu compte que je retirais bien plus de bonheur à devenir un peu plus souple ou un peu plus forte que un peu plus mince. Tu vois, des trucs comme ça. Et voilà, du coup c'est faire évoluer son corps mais pour des buts différents et c'est vachement cool. Parfait. Donc du coup on va faire un petit jeu pour finir en douceur, c'est ça. Ok. On va faire un petit tu préfères, ceci, cela, comme vous l'appelez. Allez. Voilà. Alors pour rester un peu dans le thème, on va aller dans le sport. Ok. Tu préfères muscu ou danse ? C'est terrible. J'ai envie de dire danse, mais actuellement, je sais que l'année dernière j'aurais sûrement dit muscu. Ouais. Mais en vrai, la danse, déjà parce que pendant le confinement, ça m'a un peu sauvé la vie. Dans le sens,
Ça t'a occupé? Ça m'a vachement occupé, c'était trop cool. Et parce que ça me manque terriblement, autant la danse en studio que la danse en boîte. Oh. Du coup, je vais dire danse. Voilà. Ok. Voyage, on va partir. Est-ce que... Ah, bon, évidemment, je suis obligée. On va faire ça en ville. Tu préfères Toronto ou Paris? Oh. J'ai envie de dire Paris pour la ville, mais Toronto parce que j'y ai passé la meilleure année de ma vie. Paris. Je suis parisienne, Paris. Ok. Paris. Est-ce que tu préfères cuisiner sucré ou salé? À cuisiner, je préfère sucré. Et manger, tu préfères salé? Salé, ça dépend. Si je suis fatiguée, sucré. Si je suis pas fatiguée, peut-être salé. C'est plus compliqué de cuisiner salé En vrai, non, ça dépend juste des envies. Mais en fait, là, ce qui me fait choisir sucré, c'est le chocolat. Parce qu'en fait, je préfère. En fait, moi, il faut me demander chocolat ou salé. Ok. Dans le sens où, pour moi, du sucré, s'il n'y a pas de chocolat, enfin, si les fruits, j'aime beaucoup, mais n'importe quel dessert sans chocolat, je préfère manger plus de salé, tu vois. Okay. Donc, mais je veux dire sucré du coup, parce que. Ok. Mais, Bon, on va faire un truc vraiment, enfin, c'est très compliqué, mais du coup, entre tes deux passions, tu préfères bosser en communication, vraiment, t'es dans ta passion, t'es dans ta situation professionnelle accomplie, ou faire le tour du monde. Et t'as pas le droit de faire les deux en même temps. Alors, je vais dire communication, santé, nutrition. Ok. Mais aussi parce que j'irai rencontrer des nutritionnistes à travers le monde. Oh là. Comme ça. Voilà. C'est pas le tour du monde, mais elle dévie un peu quand même. Je trouverai des moyens. Non, en vrai, en plus, c'est un truc que je trouve génial. Ah bah, tu vois, sur Insta, ce que j'ai aussi découvert, c'est des comptes de certains nutritionnistes qui partagent leurs recherches et tout. Ouais. Et notamment, il y a une Australienne que je rêverais de rencontrer et un Américain que je rêverais de rencontrer. Et du coup, ouais, je vais dire clairement communication, santé, nutrition en trouvant des moyens d'aller à travers le monde. Et d'en profiter pour faire un peu de tourisme. Ok, bah du coup, c'était super sympa. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu l'essai, la première émission. Je parle beaucoup trop, je crois. Mais non, justement, c'est top. Donc, si vous voulez la suivre, donc son compte Instagram, c'est Miss Nutrition. Si vous voulez avoir des petits tips de nutrition. Miss-nutrition, nutrition-. Et globalement, c'est pas compliqué à suivre. C'est là où il y a des cookies partout. Du chocolat. Voilà. Vous voyez le chocolat, c'est bon, c'est elle. Je vous invite à regarder aussi sa vidéo du Delicious Saclay, donc je vous mettrai la chaîne, et voilà, donc lui donner plein d'amour et de soutien. Voilà. Bah du coup, merci Marine. Bah merci, c'était franchement exercice entre guillemets super intéressant, puisqu'en fait discussion, hein. Bah ouais, c'est ça. C'était très cool, bavarde comme je suis. T'inquiète, pareil. Bon bah du coup, merci, et puis abonnez-vous, soutenez la chaîne si vous en voulez plus. Ouais, merci. Moi j'ai hâte de voir les discussions avec les prochains. C'est ça, moi aussi. Ouais, allez, salut.